Bonsoir, Bonsoir. comment ça va? Bien et vous? Ça va très bien, je te remercie. Alors, on va tout simplement poursuivre ce qu'on avait commencé la dernière fois. Et ensuite, on va faire, si tu as besoin de révision, etc., on va voir. Hmm. Déjà, est-ce que tu te souviens du thème précédent, du thème de la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait fait? Qu'est-ce qu'on avait essayé de mettre en place? Une méthode? C'était la méthode de quoi? PEC. Hein. C'était une méthode pour le commentaire de texte, Voilà. pour éviter les paraphrases. Voilà, c'était une méthode pour le commentaire composé et pour éviter au maximum la paraphrase. Du coup, on avait un petit peu vu comment on se débrouillait avec le texte pour essayer de le comprendre, de l'analyser très justement, donc d'un point de vue littéraire et non juste le lire comme ça et le comprendre. On avait dit qu'il fallait être très très attentif aux mots-clés, aux notions, etc., à la structure, quelle forme prenait le texte. On s'était également interrogé sur le contexte. Du coup, dans quel contexte était publié le passage, l'œuvre, etc. Qui était l'auteur, bon, à quelle époque. Et Hmm. on n'avait pas encore fait les figures de style, mais on avait commencé un petit peu à analyser des bouts de texte. On n'avait pas tout fait, mais on avait vu certains bouts de texte. Et ensuite, on avait essayé de repérer les enjeux sous-jacents, donc les questions un petit peu cachées qu'on pouvait se poser à la lecture de ce passage-là. On était sur un extrait de Jules Verne, il me semble. Mhm. Ah, ok. Ensuite, on avait vu comment faire une bonne introduction, donc trouver une amorce, donc qui donne envie au jury de nous lire. On Mhm. avait un petit peu essayé de replacer le contexte de l'œuvre, dégager les enjeux, formuler la problématique, annoncer le point, etc., etc. Et on avait, bon, ça on s'en fiche un peu, c'est pour la rédaction, on avait notamment vu la méthode PEC. Est-ce que tu peux me parler de cette méthode? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? C'est-à-dire que j'ai retenu. Genre, Qu'est-ce que la méthode PEC? Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois à propos de ça? bah, on l'utilise, je viens de le dire, pour éviter les paraphrases et, mais pour, comment dire? On l'utilise en effet pour éviter la paraphrase, pour faire un bon commentaire de texte, mais comment ça fonctionne? Si tu devais appliquer la méthode, comment tu t'y prendrais? Euh, bah, mais je comprends pas la question. T'as pas compris la méthode? Connard. Non, la méthode, je l'ai. Ah, la méthode, c'est. J'ai regardé. J'ai mis le. Je vous ai envoyé je vous ai envoyé le truc que j'ai fait, du coup, pour les exercices pour aujourd'hui. Et j'ai énoncé ce que j'allais développer. Donc, Captain Nemo, un personnage vraiment. Très bien, c'est ça. Un excellent ingénieur. Après, j'ai donné un exemple dans le texte. Oui. Après, t'as expliqué. Et après, j'explique mon argument avec les mots-clés. Exact, et ensuite tu conclus. Bah, c'est Et tout après, simplement ça que je voulais entendre, j'ai c'est fait une ça? petite conclusion. Voilà, ben c'est ça. La méthode PEC, tout simplement, une méthode pour éviter un maximum la paraphrase. Et c'est une méthode qui te permet de structurer tes propos afin de faire un réel commentaire de texte. On avait dit qu'on mettait l'exemple très haut dans le moment, Mhm. dans la sous-partie, puisque finalement, si on le met à la fin, l'exemple,
on va faire des explications qui ne reprendront pas le texte. Or, c'est pas ce qui nous est demandé pour un commentaire. On nous demande vraiment d'expliquer à partir du texte. Donc, c'est pourquoi on fait une petite phrase juste pour annoncer ce qu'on va dire. On met directement l'exemple. Ensuite, on explique cet exemple et on conclut avec une petite phrase. Voilà, Mhm. très bien. Ok. Du coup, ensuite, on avait présenté l'auteur, on avait présenté l'œuvre et on avait présenté l'extrait et notamment ses enjeux. Est-ce que tu peux un petit peu me rappeler les enjeux du passage? Donc, à savoir, c'était la découverte du Nautilus. Il y a, il y a les enjeux de la science, c'est-à-dire scientifique et Oui, technique. oui. Et c'est-à-dire que bah, c'est pour le XVIIIe siècle, c'est une prouesse technologique, le Nautilus, puisqu'il a l'électricité, l'eau chaude, etc. Mhm. Et après, il y a un enjeu symbolique, du coup. Et du coup, ça, du coup, ça incarne, comment dire? Ça incarne la liberté, mais aussi, du coup, le confinement, puisque Ah, voilà. Pourquoi ça exprime la liberté et le confinement? Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qu'on avait dit à ce sujet? la liberté, puisque tu es en mer et personne ne peut venir. Personne, enfin, vous êtes en mer et personne ne peut venir vous embêter. Et vous pouvez aller. Enfin, la liberté en mer, la mer recouvre Hmm, 70% du globe, donc oui. voilà, c'est un appareil qui est autonome et qui finalement permet d'aller très loin et très longtemps et en plus de ça sous les eaux. Donc tant mieux, on est assez libre, on est plutôt tranquille. Pourquoi maintenant on est dépendant? Et du coup, le confinement, puisque bah, puisque c'est la mer, on peut pas aller autre part que sur le Nautilus. Voilà, c'est ça finalement qu'on est enfermé. Donc il y a cette notion de liberté, d'éloignement, mais il y a également cette notion de dépendance, d'enfermement. Bon. On avait aussi vu les enjeux scientifiques et techniques, donc à savoir finalement que Jules Verne avait écrit dans un langage assez simple pour permettre au commun des mortels de s'imaginer toutes les prouesses technologiques et notamment innovantes qu'il mettait en avant. Et l'enjeu narratif, alors ça, on avait vu tout simplement que la narration était du coup, et je sais plus si on a dit qu'elle était interne ou externe, faut que je reprenne le passage. La narration, elle est externe. Et interne. Ah, elle est interne. Non, Je suivis le capitaine Nemo, donc on a une narration, voilà, je me souviens. On a une narration qui est interne, du coup, et c'est le professeur, donc Aronnax, qui finalement nous transmet, nous fait vivre sa découverte du Nautilus à travers ses propres yeux. Donc la narration interne, elle permet l'immersion dans l'œuvre, l'émerveillement, etc., etc. ah, ok. Et ensuite, on avait trouvé une problématique et on s'était dit que la problématique du professeur était quelque peu médiocre, mais on s'était aussi dit qu'il fallait mêler à la fois le fond et la forme, tout simplement, pour faire une bonne problématique. Alors, hop. Oula. Du coup, on avait mis en rouge tout ce qui était relatif à la forme, donc ce que nous permettait de faire la littérature, et en vert les idées que la littérature de Jules Verne pouvait nous transmettre, à savoir l'importance du progrès des sciences pour les générations à venir. Mhm. On a ici la correction et on a ici le texte. Donc, je t'avais demandé de reprendre la correction et d'essayer de la comprendre, même si. Oh là là. Ah, j'ai fait un autre truc. T'as fait quoi? J'ai fait totalement autre chose. T'as fait le grand un. Non, le grand A, du coup,
je l'ai laissé tel quel et j'ai fait le un petit B. Parce qu'on Ah, nickel. on a fait le grand A ensemble, et du coup j'ai fait le petit B, un capitaine expérimenté. Ok, nickel. Alors là, je suis un peu à l'aveugle. Mon document est hyper flou. Je sais pas pourquoi. Donc, dis-moi ce que tu as fait pour le petit. Je voulais envoyer normalement sur cours de français. Alors, je relis ça. Je vais voir. Alors, voilà donc. Oula. Cours de français. Nickel. En effet. Le capitaine Nemo illustre son expertise en naviguant et en navigation et en ingénierie sous-marine, notamment à travers le canot intégré au Nautilus. Il explique ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et le remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. Cette innovation montre sa maîtrise des techniques sous-marines et sa capacité à résoudre des défis complexes. Grâce à un fil électrique reliant le canot au Nautilus, Nemo dirige son navire avec précision, démontrant une organisation et une anticipation impressionnantes. Cela témoigne de son expérience et de son ingéniosité, faisant de lui un capitaine hors pair. En somme, Nemo ne se contente pas de naviguer sous l'eau, il en est le maître absolu, prouvant qu'il Souvent. incarne un être exceptionnel. Et c'est le prof, il a dit quoi? Le prof, il a Alors le prof, il a dit, un capitaine expérimenté. Ok. Alors, j'ai plusieurs remarques. Déjà, la méthode est respectée, donc je suis très satisfaite. Je vois la phrase d'intro, je vois la citation, je vois l'explication et je vois la conclusion. Donc, très très bien. Est-ce que ça t'a aidé du coup pour faire cette rédaction? oui. Nickel. Alors, j'ai un regret quant à l'explication. Parce qu'en Ah. effet, tu es tombé dans la paraphrase. Euh, Lorsqu'on est dans l'explication en littérature, en réalité, il faut vraiment que tu te serves de ce qui est écrit. Mais il y a deux écrits. Il y a l'écrit que l'on comprend, donc qui s'intéresse à tout ce qui va être sémantique, donc au niveau du sens, ça c'est un écrit, et tout ce qui va être l'étude des mots en tant que tel, à leur état brut. Donc pas à leur signification, mais vraiment à ce qu'ils sont. Ok? Et toi, tu m'as fait que l'interprétation, donc tu m'as que expliqué le sens des mots. Oui, d'accord, il y a un canot qui... bon, j'ai pas trop compris. Du coup, par rapport au navire. Ok, mais ça, c'est finalement le sens. Dans l'explication, il faut que tu te serves des mots à leur état brut, juste des mots, et que tu en oublies totalement le sens. Le sens, c'est dans un second temps. Donc, je vais le faire avec toi. Le capitaine Nemo illustre son expertise en navigation là, et en ingénierie sous-marine, notamment à travers le canot intégré Nautilus. Ok, ce canot. Alors, je vais chercher dans le passage, on va le faire ensemble. Ce canot. Si tu le vois, n'hésite pas. Déjà, c'est pendant son gros monologue. N'hésite surtout pas à retranscrire les lignes, même si le professeur ne les a pas mises. Mets-toi à côté dans la marge le numéro, comme ça. Voilà. Ce canot adhère à la partie supérieure. Alors, on va s'intéresser du coup à la forme, donc à réellement expliquer le texte pour répondre du coup à ton argument, il est expérimenté. Alors, pourquoi le capitaine Nemo est expérimenté et comment on le voit à travers le texte?
On l'avait évoqué de mémoire la dernière fois en disant tout simplement qu'au niveau de la structure, je ne vais pas du tout m'intéresser au sens des mots, hein, je m'en fiche. Mhm. Au niveau de la structure du texte, on voit très bien que les répliques du capitaine Nemo sont beaucoup, beaucoup plus longues que celles de Aronnax. Aronnax. Du coup, ça montre qu'il a une expertise, qu'il a un savoir à apporter à l'autre qui, du coup, ne s'y connaît pas autant sur le sujet. On voit également que il ne fait, le capitaine Nemo, que des phrases à l'affirmative, tandis que l'autre ne fait seulement des phrases interrogatives. Donc ici, il y a une mise en contraste, donc voulue par Jules Verne, de contraster entre l'affirmative donnée par Nemo et l'interrogative donnée par Aronnax. Et ce n'est pas un jeu de ping-pong de questions-réponses, c'est tout simplement, lorsqu'il a fini sa phrase, il l'arrête et c'est l'autre qui recharge avec de nouvelles questions. On a ça, on a aussi du coup les paragraphes qui sont désorganisés. Maintenant, si on peut s'intéresser plus en profondeur à la parole du capitaine Nemo. L'autre lui demande, mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer. Et l'autre, enfin Nemo, bien avant de lui faire son long monologue, répond aucunement. Aucunement, c'est quoi comme nature? Oui. Où ça? Hein? Là, Ah, aucunement. C'est un adverbe, non? ouais, nickel. C'est un adverbe. C'est un adverbe très, bon, bah, très sec finalement, aucunement. Il ne répond que par un seul mot, ce qui montre qu'il est sûr de sa réponse. Donc on a un adverbe ici de réfutation. Il réfute la question qui lui est posée et donne une réponse affirmative, très courte et brève, ce qui montre qu'il maîtrise le sujet. Ok? Donc tu vois que d'abord je fais une étude des mots dans leur sens formel et ensuite je tire une analyse. Ok? Mhm. Ok. Ce canot adhère. On a quel temps? Présent. Ouais. Pourquoi on a du présent? Parce que c'est à ce moment-là. Est-ce que le canot il adhère à ce moment-là ou est-ce qu'il adhère tout le temps? Et il altérera tout le temps. Donc Voilà. c'est pas toujours du présent. Donc c'est du présent de toujours, comme tu dis, c'est du présent de narration. C'est du présent, ou alors, comme tu le veux, de vérité générale. Autrement Mhm. dit, le canot adhère tout le temps, quoi qu'il arrive. Présent de narration, présent de vérité générale. Ici, c'est une vérité, quoi qu'il arrive, le canot adhère toujours. Et cela montre que le capitaine Nemo sait de quoi il parle. À la partie supérieure de la coque. Ok. Et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolu, étanche et rendu et retenu. Ok. Hop, c'est bon, ça m'a saoulé. Donc, on va reprendre le texte. Ok. Alors, du coup, tu vois plus le texte si moi je l'ai comme ça. Ouvrir avec. Nickel. Bon, on va devoir rester comme ça. Alors, on a aussi de la description. Description intensifiée par le présent de narration. Donc ça, c'est important de le signaler. Et on a la juxtaposition de phrases simples. Mhm. Qu'est-ce que veulent dire les phrases simples ici?
Pourquoi avoir fait le choix de faire des phrases simples et une juxtaposition? Bah, faut que ça s'enchaîne. Voilà, pour que ça s'enchaîne. Qu'est-ce que l'enchaînement montre? Bah, que le capitaine Hornorax connaît son navire. Oui, super, c'est ça. Euh, On a également pas mal de parallélisme de construction. Euh, J'ouvre, je mate, je hisse, je me promène. Donc parallélisme de construction. Donc on a toujours la même construction dans les phrases. Et ça montre la répétition et le fait que les verbes, que les actions soient machinales. Donc qu'ils les maîtrisent parfaitement. Est-ce que c'est compris cette façon de procéder? Oui. Donc, on étudie le texte au sens brut sans faire attention aux mots. On repère tous les procédés littéraires, toutes les figures de style, etc. On les repère, on les met en avant, on donne leurs effets sur le texte et après seulement, on dit ce que ça veut dire. Ok? Mais d'abord, on repère les procédés. Donc là, Mhm. on a un adverbe, quel temps on a, la structure, à quoi ça ressemble, est-ce que j'ai des parallélismes? Oui. Les phrases, elles sont simples, elles sont complexes, etc. Donc on vient relever des éléments vraiment purs du texte et ensuite on les interprète. Donc toi, c'est un petit peu ce qui manque dans la chose que tu m'as rendue. Mais sinon, le Ok. reste, c'était bien. C'était une bonne explication. La méthode, elle était très bien respectée. Juste, ça manquait un petit peu d'étude analytique Texte. du texte. OK? Ok. OK. Alors, ensuite, on fait l'autre ensemble. Prends ta copie parce que si on va regarder sur l'ordi. Mhm. Euh, Bon, je ne sais pas, quand je fais comme ça paraît plus beau. tac. Un inventeur génial. Bien. Qualité scientifique et technique, ingénieur novateur. Donc là, on parle du capitaine Nemo, je suppose. Matériaux, matériaux rares. D'accord. À penser à tout le vocabulaire du sous-marin. Ok, c'est bon. Hop. On va arrêter là les bêtises avec le docs comme ça m'énerve, ça marche pas. J'ai trouvé ma feuille. Ah, tant mieux. Moi, en attendant, j'ai réglé mon problème. C'est bon. Parfait. Du coup, un inventeur génial. Mon Dieu. Qualité scientifique et technique, ingénieur novateur, matériaux rares, à penser à tout le vocabulaire du sous-marin fiable, les adjectifs et les adverbes amélioratifs, insiste sur ses qualités. Nombreux verbes et participes passés qui évoquent préparation minutieuse et réfléchie. Le narrateur est d'ailleurs impressionné. Phrase interrogative, pose des questions, c'est la même chose, qui montre son intérêt. Exclamation. Stupéfaction montre son émerveillement. Tu vois que ton professeur a fait exactement comme nous. Il a, même si c'est, enfin, il a fait ça sous forme de prise de notes. D'abord, il dit qu'il y a des exclamations, et ensuite seulement il dit ce que ça veut dire. Reprise, antiphrase ironique des propos de Nemo. Rien n'est plus simple. Mhm. Met en valeur la complexité de sa réalisation et les prouesses techniques qu'il a inventées. Donc là, on doit montrer que Aronnax est du coup impressionné, mais on doit essayer un petit peu de comprendre la correction du prof, pas seulement de la lire. Donc on reprend le texte. Euh, alors, on va repérer tous les éléments dans le texte qui nous montrent que Aronnax est... Non, Mhm. que Nemo est génial. Relever tous les éléments qui montrent que Nemo est génial. Ok.
Mhm. Mais bon. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as repéré comme élément en plus de ton professeur? Bah, du coup, c'est comme, on va dire, il fait des phrases simples. Mhm. Il y a il y a Aronnax qui lui pose des questions et lui, il y répond. Et à chaque fois, il fait des phrases. À chaque réponse, Anorax fait des phrases exclamatives. Et du coup, ça veut dire qu'il est émerveillé. Exactement. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de cette phrase-ci à vos ordres? Bah, Il est convaincu? oui, oui, oui. Hmm. Parce que avant, Oui. avant, il n'y avait pas de, de retour automatique. Mhm. Plus particulièrement sur la phrase ici. À vos ordres. Cette espèce de dévotion là. Non, c'est pas une dévotion. C'est à vos ordres. C'est parce qu'il envoie un télégramme. Mais comment tu peux expliquer cette exclamation là? Bah, il est surpris et c'est en même temps une question et une exclamation. Mhm. Il s'exclame, tout ce qu'on veut. Il est assez surpris. Euh, attends, je reviens juste sur le texte. Un instant, génial. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire ici à propos de l'électricité plus énergique et plus obéissante que le gaz? Sur la Bah, justice, un moteur génial. bah, je sais pas. On a ici une comparaison. Donc, on compare deux éléments, plus Mhm. énergiques et plus obéissants que le gaz. On a cette répétition du gaz, donc le gaz lui-même, on a ici un élément de répétition pour insister sur le fait que l'électricité qu'il a mis en place est bien meilleure
que le gaz, donc, qui est connu par tous, quoi. Mhm. Hmm. Comment tu expliques le passage du présent ici à l'imparfait? Ici, on était dans du présent de narration, et là, on est ensuite passé à l'imparfait, à peu près avoir passé la cage d'escalier, etc., etc. Ah, parce qu'il dit, il, il répète ce qu'il a vu. N'hésite pas si tu as besoin d'une pause pour aller chercher un verre d'eau ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me le signaler, hein. Non, non, c'est bon, j'ai ma gourde à côté de moi. Ok. Du Alors, coup, c'est oui, parce que il répète ce qu'il vient de voir. exactement, c'est de la répétition. Ici, on est au présent tout simplement parce qu'il retranscrit, le narrateur, les paroles du capitaine Nemo. Or, tout ce qui va être indirect, tout ce qui va être de la narration pure et dure, donc pas de la retranscription de paroles, ça sera finalement de l'imparfait. Le récit est en réalité au passé. Et lorsqu'il fait passer, parler les personnages, il utilise le présent pour montrer que finalement, même si les événements sont passés, comme on le voit ici, tout ce qui a été dit, toutes les explications du capitaine Nemo restent tellement limpides dans la tête du narrateur qu'il est capable de les retranscrire, même a posteriori, au présent. Voilà. Et sinon, oui, on a cette antiphrase du coup évoquée par ton professeur et tout un tas de vocabulaire purement scientifique et technique. Le Nautilus, une réalisation merveilleuse, une dimension impressionnante. Les dimensions du navire sont évoquées par la répétition de la même structure, parallélisme long de et de chiffres ascendants. Ok. Suppose donc un équipage conséquent qui intrigue le narrateur. Ligne 34. Ok, il n'y a pas 34 lignes. Donc, comporte de nombreuses pièces. Un microcosme protecteur. Mhm. Est-ce que, en tout cas, c'est compris un petit peu la méthodologie du commentaire? Je pense pas qu'on va le faire en entier parce que ça tend sensiblement à se répéter. Ah, d'accord. Ou est-ce que tu avais vraiment besoin de le finir en entier? Non, pas du tout. Non, est-ce que c'est compris en tout cas? Oui, bien sûr. En tout cas, tu prends toujours, parce que tu prends toujours la proposition, donc ton argument. Ok, par exemple, je pense, enfin pas forcément dit comme ça, mais euh, après étude du texte, Mhm. il est cohérent de qualifier le capitaine Nemo d'inventeur, j'aurais pas utilisé génial, ça fait enfant, d'inventeur prodigieux Mhm. ou innovant. Ok. Ensuite, tu viens chercher des exemples dans le texte, donc là, ton professeur t'en a donné. Tu étudies ces citations au niveau de la forme, d'accord? Et ensuite, tu viens les analyser au niveau du fond. Donc, j'ai vu le présent de l'indicatif. Cela signifie que finalement, c'est une vérité générale. Donc, quoi qu'il arrive, le Nautilus, finalement, fonctionnera toujours de la même façon, malgré les intempéries, malgré les perturbations extérieures.
ce qui montre sa robustesse et donc qu'il est fait en matériaux nobles. Voilà. Donc toujours la proposition, donc l'idée, en quelques phrases, comme tu l'as fait, c'était très bien. Mhm. La citation, entre guillemets et avec la ligne entre parenthèses. On explique au niveau de la forme. Voilà, j'ai trouvé des adverbes, j'ai trouvé une figure de style. Bon, j'ai analysé un petit peu la structure, le dialogue. Ensuite, on explique ce que ça veut dire. On donne les effets sur le texte. Bah, les effets de l'antiphrase, du coup, pour reprendre ton professeur, les effets du texte, ça montre que le texte est ironique. Ça montre un petit peu la stupeur, etc. Bon, voilà. Essayez de tirer quelque chose de cette analyse formelle en donnant les effets sur le texte et en interprétant au niveau du fond. Une fois qu'on a fait ça, on fait une phrase de conclusion. Bon ben voilà, on a pu s'apercevoir que en effet, je dis n'importe quoi, hein, le capitaine Nemo est un inventeur génial car voilà, on a vu ça, ça et ça. En fait, pourquoi il faut faire ça? Pour éviter la paraphrase, mais parce qu'on te demande de commenter le texte. Commenter le texte, ça veut dire le commenter formellement, Mhm. et ça veut aussi dire le commenter au niveau de son fond. Donc la forme, c'est ça. Quoi, le texte a l'air des mots, sans étudier le sens, mais des mots dans leur nature, dans leur fonction. Et ensuite étudier le fond, donc ce qu'ils veulent dire, et un peu étudier leur sens caché. Et ensuite, on vient faire une phrase de conclusion. Parce que quand on est dans un examen type bac, un examen qui a un minimum d'importance, Mhm. on, on a des correcteurs en face de nous. Ces correcteurs, c'est pas nos ennemis, au contraire, c'est nos alliés. On veut qu'ils nous mettent la meilleure note possible. Donc, le correcteur, il faut l'accompagner, il faut faire tout en sorte pour que ce soit le plus agréable pour lui afin d'optimiser la note. Donc, on fait une phrase d'introduction pour annoncer notre propos, comme ça le correcteur est prévenu, il sait de quoi on va parler. Ensuite, on explique pour justifier notre argument. Et enfin, on conclut. Donc là, encore pour enfermer le correcteur, pour bien lui faire comprendre ce que l'on vient de dire et pour pas qu'il passe à côté et qu'à la fin, il nous mette une bonne note. D'accord. Toujours Ok. dans tes copies, essaye de faire un jeu de miroir. Ta copie est le miroir entre le correcteur et toi. Il faut qu'il te comprenne, sinon ça sert à rien. Donc, on dit qu'on va le dire, on dit qu'on est en train de le dire et on dit qu'on l'a dit. D'où l'intro, l'explication et la conclusion, finalement. Ok? Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait. Ce commentaire-là, c'est un commentaire euh, assez complexe. Pourquoi assez complexe? Tout simplement, c'est un commentaire complexe parce qu'il est, comment dire, il est hors programme déjà, et en plus de ça, il est on a du mal à comprendre un petit peu la portée du texte. Nous, on avait dit c'est l'innovation scientifique, mais tu vois très bien qu'au niveau de la correction, ça tourne un petit peu en rond. Donc, il faut sans cesse aller chercher de nouveaux exemples, de nouveaux arguments, et bien préparer au brouillon pour après ne pas se répéter. Ok. Ok. Est-ce que c'est compris? Oui. Nickel. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce commentaire-là? Non, c'est bon. Merci, vous avez répondu à toutes. Ok, nickel. N'hésite pas, on a 1h30. Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment en classe? Je prends des notes pour la prochaine fois. Commentaire de texte. Commentaire? Vous Là, faites... pour l'instant, on est en train de le corriger, bah, ce commentaire-là. Ah ouais? Oui. Ok, et vous faites pas d'autres œuvres liées au corpus Non, pas encore. Enfin, si, on en a fait. Mais pour l'instant, non. que vous Donc, avez mis... on corrige. Ok, nickel. Alors, ce que nous, on va faire là, c'est qu'on va un peu étudier les procédés littéraires et autres figures de style pour prendre de l'avance pour quand vous referez des textes avec du coup ce genre de choses, pour essayer de voir ce que tu peux tirer des textes et finalement t'intéresser plus à la forme qu'au fond. Donc on va Ok. faire ces figures de style-là, on va tout simplement reprendre
cette étude, histoire que ce soit bon et que tu puisses finalement analyser un texte de manière vraiment très très formelle, très très brute. Alors, ok, nickel. Alors, je te mets juste le document en face. Ok. Donc là, on a une liste de toutes les figures de style, donc voilà, toutes les figures de style qui peuvent être proposées et présentées. Du coup, en vert, on a les acquis de seconde, et ce qui est laissé en blanc, c'est tout simplement ce qu'il faudra maîtriser à la fin de la première pour le baccalauréat. Alors, est-ce qu'on est parti? Déjà, Ok. quelles sont les figures de style que tu connais par cœur, qui te viennent en tête comme ça? Bah déjà, il y a la métaphore. Ouais, la métaphore, c'est celle qui vient en tête. Et qu'est-ce qu'elle Ouais. veut dire, la métaphore? Euh, c'est comparer une chose à une autre? Voilà, exactement, c'est comparer une chose à une autre, mais sans outil de comparaison. Exact. On a deux autres figures de style qui sont liées à la comparaison de choses. On a l'allégorie et on a la comparaison. Mais je pense qu'on va les faire dans l'ordre pour que je puisse défiler avec le tableau et que ce soit plus simple. Alors, déjà, comme figure de style qui est connue, je pense, pour toi, c'est tout simplement l'accumulation, autrement dit l'énumération. Ça, normalement, c'est un acquis, elle est plutôt assez simple. C'est la juxtaposition ou la coordination, c'est pareil, de plusieurs termes, donc appartenant soit à un même champ lexical, soit des termes de même intensité. Voilà. Donc c'est juste une liste de mots, normalement de noms, ça peut dépendre, mais le plus souvent c'est de noms. En tout cas des mots de même nature ou alors de même intensité, qui sont tout simplement les uns à la suite des autres et séparés par une virgule. Ok. Ok. Ensuite, on a l'allégorie. Du coup, l'allégorie, c'est également une figure de style liée à l'image et à la comparaison finalement de quelque chose avec une autre chose, comme la métaphore. Sauf que l'allégorie se distingue de la métaphore dans le sens où l'allégorie signifie la représentation d'une idée abstraite par une image concrète. Ok. Donc, par exemple, j'ai mis l'allégorie de la caverne avec Platon. Dans cette allégorie de la caverne-là, l'ignorance, donc l'idée abstraite, est représentée par une caverne, qui est quelque chose de concret dans le sens où on peut se l'imaginer et on peut le toucher, enfin quelque chose de matériel. D'accord. Donc ça, c'est une allégorie, une idée abstraite telle que, je sais pas, le bonheur, l'ignorance, le savoir, etc., quelque chose d'immatériel, représenté quelque chose de matériel. Alors que la métaphore, ça peut être deux choses de même nature, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a l'allitération. Ça, pareil, c'est connu normalement en première. Est-ce que tu peux Mhm. m'expliquer ce qu'est l'allitération? Euh, c'est la répétition d'un même son comme te tairas-tu ou j'en ai pas d'autres. Ok, bah, c'est exactement ça, c'est tout simplement la répétition d'un même son consonique, donc un même son de consonne. Moi j'avais mis qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Ah oui, La répétition du S qui fait zozoter, qui donne une prononciation absolument horrible, représente en réalité le sifflement des serpents, tout
tout simplement. Donc une allitération, c'est représenter le son par l'écriture en répétant un même son de consonne. La plupart du temps, ça sera rencontré en poésie, évidemment. L'allitération n'est à pas confondre avec une autre figure de style. Laquelle? Avec quelle figure de style il ne faut pas confondre l'allitération? Mhm. Tu sais pas? De... Hein? Tu as le droit de dire si jamais tu sais pas. Non, je sais pas. L'allitération, du coup, elle est à pas confondre avec l'assonance. Ah, L'assonance, du coup, tu sais ce que c'est? Ça te revient? non, du coup, non, pas du tout. L'assonance, c'est la répétition d'un même son de voyelle. Ah, Alors que d'accord, oui, l'allitération, oui, c'est la répétition d'un même son de consonne. Voilà, tout simplement. On fait d'abord d'accord. du facile, après on reviendra sur le difficile. Ensuite, on a l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase ou en début de vers. Donc là, l'exemple, on a deux vers qui commencent exactement pareil, par le nom de Rome. Voilà. Simplement, c'est ça une anaphore. D'accord. Quand Ok. il y a une répétition. Donc là, pareil, lorsque tu es en commentaire composé, tu vas pas juste bêtement dire qu'il y a deux vers qui commencent pareil et que du coup, c'est une anaphore. Il faut Mhm. donner les effets sur le texte. Du coup, est-ce que tu peux me donner les effets de cette anaphore-là? Mais du coup, l'anaphore, question, l'anaphore, c'est pareil que l'anadiplose? Non, l'anadiplose, c'est quand le mot il est à la fin du premier vers et il Ah, est d'accord. au début du second. Je vais te mettre Ah oui, c'est vrai. des traits pour que tu vois. Donc là, ça Ok. marque la fin et là, la fin, elle est là. Donc l'anaphore, c'est au début. Enfin, deux fois au début et l'anadiplose, c'est direct à la fin et après au début. Donc ça fait je vis ce beau lion, lion que t'emprises. Donc je répète deux fois consécutivement. Alors que Rome, il y a du texte entre. Tout simplement, j'ai fini mon rêve, mon vers. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui viendra immoler mon amour. Du coup, les effets que ça donne, c'est que ça montre tout simplement l'importance de la chose. Soit c'est pour accentuer la musicalité du texte, c'est de la poésie, soit c'est pour montrer l'importance, parfois l'acharnement, etc. Ou comme le fait d'être omnibulé. Ok. Tout dépendra du contexte. Ensuite, on a l'antiphrase, la figure de style relevée par ton professeur. C'est tout simplement un procédé ironique. Étymologiquement, anti, ça veut dire le contraire. Donc ce que l'on dit est le contraire de ce que l'on pense et ça représente l'ironie. Et cette figure de style est à ne pas confondre avec l'antithèse. Du coup, est-ce que tu peux m'expliquer l'antithèse en te servant de l'étymologie? Euh, Bah, même pour moi, il y en a. Bah, c'est parce qu'il y en a deux. Il y a deux choses qui s'opposent, alors que là, c'est ce que. Bah, non, je sais pas comment dire. Bah, tout simplement, bon, on va reprendre étymologiquement, parfois c'est bien pour retenir très vite. Antithèse, du coup, anti, j'ai dit avant que c'était le contraire. Et thèse, c'est tout simplement ce que l'on défend. Donc, une antithèse, c'est deux idées Mhm. contradictoires au sein d'une même phrase ou d'une même proposition. Tout simplement, c'est quand tu vas te contredire dans la même phrase qu'il y aura deux idées qui s'opposent. Là, on a un vaincu, ça veut dire qu'il n'a pas été battu, et là, on a non pas invincible, ça veut dire qu'il peut être battu. Donc, on a deux idées contradictoires dans la même phrase. Et ça, c'est ce qu'on appelle une antithèse. Ok. Là, on rencontre notre assonance.
Ensuite, on a le chiasme. Ça aussi, c'est un héritage de seconde. Alors, est-ce que tu as des souvenirs du chiasme? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas trop trop? Non. Non? Alors, le chiasme, c'est un mot hyper compliqué pour parler de quelque chose d'assez simple. C'est tout simplement une structure en ABBA. Autrement dit, le rouge, le A, va porter sur un sens, une signification. Du coup, il y aura un jeu de miroir. Donc les deux A voudront dire la même chose. Et le B Mhm. au milieu, ben pareil, ça voudra dire la même chose, mais il y aura cet encadrement par les A. Bon, c'est une explication hyper bancale, mais regarde plutôt l'exemple. Dans le désert, il fait chaud, il fait froid à la montagne. Ici, c'est un chiasme. On a au centre, du coup, deux mots de même sens. Finalement, le chaud et le froid, sémantiquement, ça se répond. Ça évoque la température. Mhm. Et on a C'est le des lieux. en cadre, voilà, qui sont des lieux, donc qui se répondent également. Mhm. Et ça, c'est un chiasme. Ensuite, Ok. là, le moche, il est de moi. Et le beau, il est de Victor Hugo et il est un petit peu plus compliqué à comprendre du coup. Un roi chantait en haut, en bas. En haut mourait un dieu. Ici, les éléments qui se répondent, c'est tout simplement les A aux extrémités, donc un roi, un dieu, qui sont des figures d'autorité, Mhm. des figures finalement qui subordonnent le commun des mortels, on va dire. Et au centre, on a notre B en haut, en bas, qui représente, on va dire, une localisation assez verticale. Voilà, donc ici on a également un chiasme. Donc l'élément A, voilà, les éléments A ici se répondent et ils encadrent les éléments B qui se répondent également. Ok. Est-ce que c'est compris? Oui. Nickel. Ensuite, on a la comparaison. Du coup, la comparaison, c'est comme la métaphore, mais est-ce que tu peux m'expliquer la différence? Bah, il y a un comme. On va dire, on va mettre un pronom et après on va dire comme quelque chose. Exactement. Une comparaison, tout simplement, elle compare deux idées entre elles, deux images entre elles, peu importe. Comme la métaphore, à la seule différence qu'il y aura un outil de comparaison, comme semblable à, pareil à, tel que, etc. Voilà. Mhm. L'ellipse, c'est l'omission d'un ou plusieurs éléments. Et du coup, une avance dans le temps, c'est un bond dans le futur. Et une analepse, c'est un bond dans le passé. C'est un flashback en anglais. Pour une analepse. Ouais, exactement. Du coup, je voulais juste préciser que l'ellipse, en effet, dans les romans, ça pouvait être des très très gros passages, donc avec un bond dans le temps. Mais parfois, ça pouvait juste être omettre un mot. Je n'avance guère, Mhm. le temps beaucoup, voilà, grammaticalement, c'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé un mot. Et c'est également considéré comme une ellipse. Ici, on est sur un vers, mais c'est sûr que dans un roman, on a pas mal de textes, pas mal de paragraphes. C'est possible que l'ellipse soit tellement grande qu'elle fasse un bond dans le temps, un bond dans l'intrigue. Ok, très bien. On a l'euphémisme. L'euphémisme, c'est le contraire, enfin, oui, c'est le contraire, le parfait opposé de l'hyperbole. Est-ce que tu peux Mhm. m'expliquer ces deux figures de style? L'hyperbole, c'est une exagération. C'est comme. L'hyperbole, c'est une exagération des faits. Euh, euh, comment dire? Imaginons. Bah, c'est à peu près pareil que votre exemple.
On a peut-être un petit rhume et on peut dire oh, je me sens mourir. Voilà, exactement. C'est une hyperbole, finalement, c'est une grosse exagération. Voilà, c'est ça. Et l'euphémisme, c'est totalement le contraire, c'est une atténuation C'est une atténuation. voilà, d'une réalité qui peut paraître trop dure et on essaye de la rendre plus douce avec une expression. Exactement. On a la gradation, du coup, qui ressemble à l'énumération, mais qui est différente. Pourquoi la gradation est-elle différente de l'énumération? Est-ce que tu sais ou c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu? Oui, oui, si, je l'avais vu. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est de force croissante. Ça va de plus en plus. Voilà, ça ne sera pas au niveau de la grammaire ou de la syntaxe, c'est vraiment au niveau du sens des mots. Dans une gradation, ben, du coup, c'est graduel. On va avoir un changement d'intensité, alors que l'énumération, ça sera un sens avec une tension similaire. Mhm. Dans la métaphore, du coup, on a déjà dit la litote. Alors, la litote, c'est tout simplement prendre le plus pour le moins et le moins pour le plus. Autrement dit, on va regarder mon exemple qui est scindé. Mais du coup, je ne prends jamais mon café sans sucre. Donc, on a deux mots qui expriment la négation, jamais et sans. Tout ça pour dire que finalement, on prend toujours notre café avec du sucre. Et ça s'appelle une litote. C'est tout simplement une négation une double négation du coup, qui vise à prendre le moins pour le plus ou le plus pour le moins. Voilà. Est-ce que c'est compris cette litote? Est-ce que tu as compris cette Oui, figure de style? Oui, c'est bon? oui. Ok, nickel. Ensuite, la métonymie, c'est désigner un objet par l'une de ses parties. Donc, un verre de Bourgogne pour parler d'un verre de vin de Bourgogne. Par exemple, la voile pour le navire, etc. Le fer pour l'épée. C'est une métonymie. Ensuite, on a l'oxymore que tu connais très certainement. Oui. Dis-moi. On rapproche deux termes de sens opposés. Exactement. On rapproche, on juxtapose deux termes de sens opposés. Ici, on a l'obscur, clarté. Voilà, un évoque l'absence de lumière, l'autre la pleine lumière. On a ici deux termes qui s'opposent et qui sont pourtant collés, un petit peu comme mort-vivant. On a le paradoxe. Du coup, le paradoxe, c'est comme l'oxymore, mais pas sur des mots, mais plus sur le sens. En tout cas, c'est quand on donne une information et qu'on s'attendait à entendre le contraire. Quand on ne sait pas une chose, on l'apprend. Ici, quand on ne sait pas une chose, on l'enseigne. C'est un paradoxe. On s'attendait à avoir une certaine chute et au final, on a tout à fait le contraire. Mhm. On a la périphrase maintenant. La périphrase, du coup, étymologiquement, péri, ça fait penser à périmètre, à périphérique, ce qui veut dire le contour. Et en réalité, la périphrase, c'est quand on parle de quelqu'un sans jamais prononcer son nom. D'accord. Donc ici, le roi Soleil pour parler de Louis XIV, tout simplement. Donc on parle de Louis XIV sans jamais prononcer son nom. Et ça, c'est une périphrase. D'accord. Ensuite, le pléonasme qui est assez récurrent en langue française, enfin en langage plutôt courant, c'est tout simplement une répétition. Ok. Par exemple, descendre en bas Ah. et monter en haut. Donc ici, on voit bien qu'on a une redondance sémantique fautive, du coup c'est la définition exacte.
on a la répétition de deux mots qui ont le même sens. Et ça s'appelle un pléonasme. C'est une faute de français, tout simplement, lorsqu'elle n'est pas volontaire. Descendre, bah, c'est forcément en bas. Monter, c'est forcément en haut. Et le jour d'aujourd'hui, aujourd'hui, on est forcément aujourd'hui. Enfin, on est Mhm. ni hier ni demain. Oui. Donc, on ne répète pas monter en haut. Bon, ça s'appelle un pléonasme. C'est une faute lorsqu'on ne fait pas attention, mais ça peut parfois être voulu dans certains textes, à voir en fonction du contexte. Voilà. Est-ce que c'est compris toutes ces figures de style? Est-ce que tu as eu l'occasion d'en retenir certaines? Oui. Je te propose qu'on regarde ensemble un exercice et ensuite, on regardera, on regardera celles qui sont un petit peu plus compliquées. Voici l'exercice. Du coup, j'ai mis les réponses, nickel, je supprime ça. Et ensuite, je te laisserai quelques instants pour lire les phrases, essayer de très tranquillement me repérer tout ça et de savoir me l'expliquer tout simplement. Donc, hop, nickel. Alors, je t'en prie. Déjà une personnification. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Il y a une personnification. la signification? Quel mot avec quel mot? Quel mot est personnifié? Cette ville, ce monstre de béton. Ok, alors cette ville, ce monstre de béton, elle n'est pas vraiment ici la personnification. Elle est plus sur le verbe dormir. Ah, Enfin, non. Pourquoi? Parce que dormir, c'est quelque chose finalement de très humain. En tout cas, c'est un caractère vivant. Dormir, or une ville ne peut pas, enfin, dormir. Donc ici, on a cette ville dort, tout simplement, caractère humain à quelque chose de non humain. On a en effet une personnification de la ville. Et ce monstre de béton, c'est quoi comme figure de style? c'est ah, Bah, tout simplement, on compare un élément avec un autre. c'est une comparaison? Ouais, mais il manque un truc. Il manque l'outil de comparaison, du coup, on est sur une métaphore. Ah, c'est une métaphore. Voilà, donc on a bien deux éléments qui sont finalement comparés l'un à l'autre, la ville et le monstre de béton, mais on n'a pas d'outil de comparaison. Donc c'est une métaphore. Ici, dormir, c'est quelque chose qui appartient au domaine du vivant. La ville n'est pas vivante, donc on est sur une personnification quand on dit qu'elle dort. Le silence était assourdissant dans la pièce vide. C'est un oxymore. Oui, très bien. Pourquoi c'est pas une antithèse? Ah, je sais plus. Mais C'est pas une antithèse parce qu'une antithèse, c'est deux idées qui sont opposées dans la même phrase. Ici, c'est vrai qu'on a deux idées opposées dans la même phrase. bah, Silence pas trop. et assourdissant. C'est deux choses Ah oui. contradictoires dans une même phrase. Mais c'est intrinsèquement lié par un verbe d'état, à Oui. savoir être. Ce verbe d'état, on peut le supprimer et le remplacer par un égal. Donc c'est bel et bien un oxymore et non pas une antithèse. C'est comme si les deux éléments ne faisaient qu'un silence assourdissant. Elle avait des mains de fée et un sourire d'ange.
Non. Non? On est juste sur une métaphore. Ah, c'est juste une métaphore, ok. Ouais, tout simplement. L'éternité pour moi sera un instant sans toi. Ok. Alors, ici, les deux éléments sur lesquels tu dois porter ton attention, c'est instant et éternité. Hum. Oh non, bah je sais plus comment ça s'appelle. Antithèse? Ah, bah ok. Maintenant que je te l'ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est une antithèse ici? Parce que c'est deux pensées bah, qui se repoussent. Oui, c'est C'est pas ça. les mêmes. Alors, éternité, c'est l'éternité et un instant, c'est quelques secondes. Exactement, c'est ça. Il pleut des cordes depuis ce matin. Ça, on aurait dit une métaphore. Ouais, c'est tout simple. Nickel. Très bien. L'espoir fait vivre, mais il tue aussi doucement. Du coup, ça, euh, Dis ce à quoi tu pensais. en fait, mais je vois que vivre et tu. Mais je pense à un chiasme, mais je vois pas le second A, bébé, A. Ou alors je vois une antithèse, du coup, puisque vivre et tu. Je pense que Exactement, c'est c'est ça. ça. Du coup, les flammes rugissaient, dévorant la maison. Euh, pour l'autre, c'est une personnification. Ouais. Ça, combien d'ailleurs? Combien de personnifications? Hmm. Combien de personnifications il y a dans cette phrase? 3, Nickel, rugissez, dévorant, sans pitié. et sans pitié. Ok, la dernière, et après, on est tout bon. Bah, du coup, ça se voit que c'est une gradation. Ça va, Ouais, euh, nickel. de, ça va de termes de plus en plus forts. Exactement, c'est exactement ça. C'est super. Alors, ok, dans le temps qui nous reste, je vais un petit peu commencer à introduire les figures de style un petit peu plus compliquées. Je pense que tu vas en connaître certaines, mais c'est plus, voilà. Là, c'était vraiment les récurrentes, etc. Là, on va être sur vraiment des choses niveau du premier niveau de bac. Évidemment, elles sont classées par ordre alphabétique, donc je vais reprendre le sens. On a pour commencer l'anacolute, du coup, qui est une rupture de construction contraire aux règles de grammaire. Autrement dit, l'anacolute, c'est tout simplement une faute grammaticale, mais volontaire. Soit pour montrer que le personnage est surpris, et donc qu'il mélange ses mots, soit qu'il est en colère, etc. En tout cas, l'anacolute, ça sera une erreur de construction grammaticale de la phrase, et ça va montrer, du coup, pour aller en interprétation, un sentiment violent.
qui déroute un petit peu le personnage. Ah, savez-vous le crime et qui vous a trahi? Ici, on voit bien que grammaticalement, ça sonne très très mal. Je vais y aller doucement et je te laisserai juste les relire pour la prochaine fois. Mhm. Arrête-moi s'il y en a une que tu sais et que tu as envie d'expliquer. Ensuite, on a l'anadiplose qu'on a vu tout à l'heure. C'est tout simplement comme l'anaphore, sauf que ici, la répétition, c'est le dernier mot du vers et le premier mot du vers qui suit, tout simplement. Ensuite, Ok. on a l'antanaclase. L'antanaclase, c'est tout simplement quand on a deux mots qui s'écrivent pareil et qui ont des sens différents, donc qui sont polysémantiques, D'accord. mais dans la même phrase en fait. Et c'est avec la fameuse phrase de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Tout simplement, le premier raison évoque un petit peu les motifs, les mobiles, et le second raison évoque tout simplement l'esprit Mhm. et la façon de penser. Voilà. Oui. C'est cerné, cette histoire-là. D'accord. Antanaclase, des mots polysémantiques dans la même phrase. Et on utilise des sens différents. Ok. Essaye de retenir cette phrase, c'est la plus classique. Euh, Ensuite, on a l'antonomase. L'antonomase, c'est un mot bien compliqué pour dire quelque chose de très simple. C'est tout simplement quand on n'a pas conservé la nature initiale d'un mot. Ici, c'est un Hercule. En réalité, on a utilisé le prénom Hercule, qui est un nom propre du coup, et on l'utilise comme un nom commun, comme on peut le voir avec Ah, l'utilisation d'un déterminant indéfini. d'accord. Comme par exemple, ça peut arriver du coup avec des marques très souvent. Voilà, donc ça arrive en Ok. littérature, mais ça arrive aussi avec des marques, je sais pas moi, comme le frigo, je ne sais quoi. Oui. Ok. La posiopèse, je l'ai mis en rouge parce que pour ma part, je la rencontre pas souvent. Donc, je l'ai mise en rouge parce que c'est pas non plus, faut pas se jeter dessus, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre pas très très souvent, mais c'est tout simplement une suspension volontaire dans le sens de la phrase. Donc la plupart du temps, pour essayer de mettre en avant le suspense, etc. Ok. Donc à la lecture, on va ressentir que la phrase n'est pas finie. C'est vrai que parfois on a des points de suspension pour marquer à la place d'écrire etc. On va mettre trois points de suspension pour montrer que la liste n'est pas finie. Alors que l'aposiopèse, c'est pas du tout naturel en fait. On voit très clairement à la lecture que c'est moche à l'oreille et que la phrase a été laissée en suspens pour laisser du suspense. Ici, je t'aime, à ce nom fatal, je tremble, je frissonne. Ici, il y a une suspension par rapport au contexte parce que la personne, enfin le protagoniste, ne voulait pas prononcer le nom de la personne qu'elle aime parce que c'est un amour incestueux. Donc elle a laissé sa phrase en suspens. Ok. On a l'énalage, du coup, qui s'est remplacé tout simplement c'est remplacé tout simplement un mot par un autre. On s'en fiche de la définition, je préfère montrer l'exemple. Ici, excuse-moi, il est scindé. On a, vous ne me répondez point, perfide, je le vois, tu comptes les moments que tu perds avec moi. Ici, on a une énalage tout simplement sur les mots en violet, parce qu'au début, il le vous voit, il lui dit vous, et on s'attend en toute logique qu'ensuite il continue à le vous voyer pour garder une certaine cohérence Mhm. par rapport à lui-même. Et en fait, non, il tutoie l'autre, enfin, son interlocuteur. Donc ça, c'est une énalage. On a une rupture finalement, on remplace un mot par un autre. Et ça montre un petit peu la montée en énervement du personnage. Au début, il reste correct, il reste poli, il utilise le vouvoiement et tout d'un coup, il se met à l'insulter, il utilise le tutoiement. Il s'est énervé. Il est monté dans les tours. Toujours important d'essayer d'interpréter. Donc comme pour ton commentaire, on regarde la figure de style, on l'explique et ensuite on l'interprète. Ici, c'est parce qu'il est monté dans un énervement près de la folie. L'euphémisme, j'ai fait l'hypalage. Mon Dieu.
L'hypallage, c'est, je vais lire la définition parce que c'est très certainement mieux expliqué que moi, report grammatical d'une qualité sur un autre mot que celui auquel il se rapporte par le sens. Nous avons ici une citation de notre merveilleux Hugo qui nous dit: Ce marchand est accoudé sur un comptoir avide. Qui est avide? Est-ce que c'est le comptoir ou est-ce que c'est le marchand? Au niveau du sens. Bah, c'est le marchand. Voilà, c'est le marchand au niveau du sens. Enfin, un comptoir ne peut être avide, il n'a pas de pensée. Du coup, ici, Hugo a utilisé l'hypallage. En réalité, il a associé avide au comptoir, alors qu'en réalité, au niveau du sens, il aurait été judicieux et il aurait été même nécessaire de mettre avide avec marchand, parce qu'en réalité, c'est le marchand qui est avide. Ou alors, il aurait pu tout simplement mettre une virgule. Mais bon, en tout cas, ça sera qualifié d'hypallage. Ok. Ensuite, on a la paronomase. Alors, la paronomase, c'est tout simplement quand on a une proximité entre deux mots qui se ressemblent au niveau de leur apparence. Donc, qui s'écrivent pratiquement pareil et qui se prononcent pareil et qu'on les rapproche pour faire un petit jeu de mots. Qui se ressemblent, s'assemblent. Paronomase, c'est deux choses qui se ressemblent très très fortement au niveau de l'écriture, de l'orthographe donc, et au niveau de la prononciation. Ensuite, nous rentrons dans les extrêmement compliqués. On a le polyptote. Polyptote, du coup, c'est quand... Est-ce que ça va, t'arrives à suivre? Oui, oui. Ok. Est-ce que tu arrives déjà un petit peu à retenir? Un petit peu, ouais. Un polyptote, je crois que je l'avais déjà vu. Ah, alors explique-moi. Ou tu t'as dit que tu l'avais jamais vu? Ah non. Non, jamais. Ok. Alors, polyptote, c'est la répétition d'un même mot, mais utilisé sous deux natures différentes. Par exemple, on aura un nom qu'on va transformer en adverbe ou un adjectif, etc. Ici, par exemple, on a deux fois le même verbe, mais qui n'est pas conjugué de la même façon. Ça, c'est une polyptote. Mhm. Voilà. Donc, soit on transforme un adjectif en adverbe, un nom en verbe, etc. En tout cas, c'est deux mots de la même famille, mais qui n'auront pas du tout la même nature. Ok. Ici, je suis tombée déjà, je puis tomber encore. Ici, tomber, le premier tombé, c'est un participe passé. Et le deuxième tombé, c'est un infinitif. Voilà. Ça joue sur les sonorités et sur l'insistance. Ok. Une préterition. Alors, une préterition, c'est assez commun, même dans notre façon de penser quotidienne. La Mhm. préterition, c'est tout simplement dire quelque chose, enfin, annoncer une chose en disant qu'on ne veut pas la dire. Oui, bien sûr, j'avais compris, oui, c'est bon. Voilà. Enfin, t'avais compris avant moi, Ouais. donc nickel. Une prosopopée. Alors, une prosopopée, là, pareil, c'est en rouge parce que franchement, c'est pas très commun non plus. Une prosopopée, c'est à pas confondre avec la personnification. La personnification, c'est quand on donne un caractère humain à quelque chose de non humain. Mm. Là, c'est juste faire parler quelque chose. Voilà, c'est faire parler quelque chose. En Donc, fait, c'est plus une pensée que un dialogue. Bah, elle me dit, je suis l'impassible théâtre. C'est plus il pense que elle lui dit, tu vois. Non. le théâtre dit je suis l'impassible théâtre. Mhm. En tout cas, prosopopée, c'est quand on fait parler quelque chose soit de mort, soit de non humain. Enfin, quelque chose qui n'est pas censé parler, du moins. Ensuite, D'accord. on a la syllèpse. La syllèpse, pareil, ça c'est connu, enfin, c'est dans le langage courant. La syllèpse, donc c'est finalement quand on donne le mauvais accord grammatical. Bon, bref. Par exemple, on est bien joli aujourd'hui, tout simplement, on désigne en réalité la personne jolie. Mm. Au lieu de dire tu es bien jolie aujourd'hui ou elle est bien jolie aujourd'hui, on va dire on. Voilà. Une synecdoque. La synecdote, c'est une sous-catégorie de métonymie. Donc là, pareil, ça consiste à prendre la partie pour le tout, donc la couronne, pour le roi, etc.
Ah, d'accord. Voilà la couronne pour le roi, le trône pour le roi, je ne sais pas, des choses comme ça. Le zeugme. Alors, le zeugme, c'est quand on associe deux mots qui normalement ne devraient pas être associés, donc qui n'ont pas du tout le même sens. Vêtu de probité candide et de lin blanc. Alors, si l'on avait voulu faire un jeu de mots, on aurait dit vêtu de probité candide et de, je ne sais pas, d'innocence, par exemple. Enfin, en tout cas, on aurait utilisé deux mots qui sémantiquement se rapprochent. Ici, on a utilisé du coup un textile, le lin blanc, et on l'a rapproché d'un adjectif en réalité, et on ne peut pas jouer sur le sens des mots en disant, bon, bah, c'est compris? C'est quoi Candide? Candide, c'est Probité Candide. innocent, naïf, comme D'accord, ok. d'une naïveté enfantine. Oui, d'accord, donc Alors ça veut rien, ça ne veut rien dire du tout ensemble. voilà, ça ne va pas avec le lin qui est du tissu en fait. Oui, Voilà, voilà. et ça, c'est un zeugme. Alors que les deux sont reliés par une conjonction de coordination. Bon. D'accord. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça ou d'éventuelles remarques? Non. Est-ce que c'est difficile ou pas? Bah, faudra que je les revoie, mais ça y est, ça va. La prochaine fois, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra un texte. Je vais réfléchir auquel. On prendra un texte et on va tout simplement chercher toutes les figures de style du texte. On va s'entraîner du coup à appliquer la méthode TEC et à expliquer ces figures de style pour dégager le sens du texte. Donc pour la prochaine fois, ce que je vais te demander de faire, c'est d'apprendre celles qui sont en vert. Il faudrait que ce soit acquis et toutes celles en blanc de bien bien les relire. Ok? Ok. Des questions? Non. Bon ben sur ce, je te souhaite une très belle soirée et je te dis à la prochaine.